On va débuter la dernière session, dernier panel de la journée. Une journée riche, mais une journée aussi épuisante, puisqu'on a eu tellement d'intervenants. Et je dois vous avouer qu'en bimodal de cette façon-là, c'est pas toujours facile. On en a discuté tout à l'heure avec Christophe. Donc, c'est un défi vraiment que les animateurs ont dû relever et un ensemble de personnes qui nous aident évidemment pour le bon fonctionnement. Donc, ce dernier panel de la journée, on a 3 intervenants pour l'instant. Il nous manque une personne. Tout d'abord, Yamina Bailly, docteur en langue française et littérature francophone, chef adjointe au département de français en charge. On entend un des micros. Lequel? C'est ça, c'est à la... donc, chef adjointe du département de français en charge des enseignements de graduation et de solidarité, et Soraya Belkiter, maîtresse de conférence à la faculté de langue étrangère à Oran 2, qui vont, donc, première conférence de ce 3e panel sur le français, langue de transgression et de remaniement chez les écrivains algériens francophones du 21e siècle. Alors, s'ils sont avec nous en ligne, on commencerait tout de suite avec eux. Bailly, Yamina. Bonjour. Voilà. Bonjour. On vous entend bien et on vous voit bien. Merveilleux. Oui, très bien. Donc, vous avez une quinzaine de minutes, comme vous le savez, et je vous ferai signe à 3 minutes de la fin pour vous dire où vous en êtes rendu. Ça marche? Ça marche. On a 15 minutes. On a 15 minutes. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. On tenait tout d'abord à vous remercier pour l'organisation justement de ce colloque et de nous avoir aussi donné l'opportunité justement de prendre part à cet événement scientifique. Donc, merci à toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'organisation de cet événement scientifique. Alors, ma collègue, Madame Soraya Belkiter et moi-même, Yamina Bailly, sommes enseignantes, maîtresses de conférences à l'université d'Oran 2 en Algérie. Et donc, nous vous présentons aujourd'hui une intervention intitulée « Le français, langue de transgression et de remaniement chez les écrivains algériens francophones du XXIe siècle ». Donc, nous commençons notre propos ainsi. Les littératures francophones au Maghreb débutent à l'orée du XXe siècle, donc suite au mouvement de décolonisation, à être considérées comme partie intégrante de la création littéraire d'expression française. Donc la décolonisation littéraire fait alors la part belle à la rupture, à la recherche d'une autonomie dans les normes, dans le système d'écriture. Confrontée aux impératifs du renouveau dans une nouvelle société postcoloniale, donc l'écrivain se doit de mener un travail de réflexion sur la création et la créativité littéraire. Donc dès lors, une nouvelle mouvance d'auteurs iconoclastes émerge sur la scène littéraire maghrébine francophone. Le souci premier étant d'opérer des choix poétiques, de forger des structures inédites, de donner un nouveau souffle à la littérature et à l'écriture maghrébine. Donc, cette littérature maghrébine, et plus particulièrement algérienne de graphie française, se retrouve alors au croisement de plusieurs problématiques historiques, politiques, idéologiques, linguistiques, entre autres. Donc, dès lors, un mode d'écriture polémique prend forme, car caractérisé par le déplacement, par le jeu, par la déconstruction des codes européens reçus. Kamel Daoud est un écrivain et journaliste algérien francophone du XXIe siècle qui se place d'emblée en marge des conventions, et il n'hésite pas en fait à secouer les formes anciennes, classiques, les procédés traditionnels en matière de création. Donc son objectif étant bien évidemment de défricher de nouveaux modes opératoires, de réaliser des expériences poétiques inédites. C'est un écrivain dit iconoclaste. Il prône une littérature qui enfreint, qui contredit, qui choque, qui conteste, pour traduire en quelque sorte un mouvement social de décolonisation historique. Donc Kamel Daoud envisage alors la transgression comme le procédé d'écriture susceptible de forger une identité textuelle affranchie
affranchie en fait et de promouvoir justement une littérature complètement dissidente, une littérature justement à la recherche de renouvellement et autres. Donc la question que nous posons justement à l'heure actuelle, c'est comment en fait le français en tant que langue d'expression choisie par Kamel Daoud se fait en quelque sorte à la fois l'objet et en même temps le procédé d'une transgression en matière de création et de créativité littéraire. Voilà. Très bien. En réponse à la problématique que vient de poser mon binôme Dr Yamina Berry, et qui concerne l'écriture de transgression et l'usage de la langue française comme moyen de transgression de l'écriture classique. On a choisi comme auteur Kamel Daoud, parce que disons que Kamel Daoud, c'est le précurseur parmi les auteurs maghrébins qui ont opté pour cette écriture dite écriture de transgression. Et c'est une écriture d'expression française qui consiste qui a plusieurs visées, qui concernent la société, qui concernent l'histoire, la politique, etc., etc. Donc, en réponse à la problématique formulée par mon binôme, l'écriture chez Kamel Daoud, je dirais que l'écriture chez Kamel Daoud fait échec au profit du héros classique positif tant prôné par la tradition littéraire qu'il l'a sacralisé pour en faire presque un mythe indétrônable. Celui-ci s'étend car démystifié pour laisser place à des figures dispersées à l'image décomposée des anti-héros, vivant au rencard de la sphère sociale et évoluant au banc des normes. En fait, Kamel Daoud met toujours au centre de l'action un sujet anticonformiste, qui veut dire hors norme, dont le statut et le parcours diégétique s'inscrivent sans détour dans une isotopie de la marge. Dans la plupart des cas, l'anti-sujet est dépourvu d'identité, de visage ou de référence. Sa peinture physique paraît presque inexistante. Le jeu devient alors le paradigme dénominateur, voire l'agent de l'action placé au premier plan. Par contre, au plan psychologique, l'être est en effervescence. Il est en quête de soi, car dévoré par sa vie intérieure, divisé en déliquescence, répulsif à toute sociabilité, le personnage est animé par des sentiments d'antipathie et d'aversion à l'égard de son entourage et des autres. Du suicidaire au fou névrosé, de l'ivrogne assassin à l'arabe sauvage, le marginal se veut être exceptionnel, à la fois protagoniste et antigoniste dans la diégèse. Il se débat contre soi et contre la société surtout, pour se rétablir d'abord et la rebâtir ensuite. Cela n'est pas sans dire que cet anti-héros n'est pas aussi dépravé qu'il en a l'air. Son profil insolite, a priori antisocial, laisse transparaître une sorte de porte-voix du peuple, de porte-parole qui s'élève contre le réel calamiteux pour tenter d'en résoudre les dysfonctionnements ainsi que les anomalies. Dissidents et rebelles, les personnages sont à la recherche d'idéaux de liberté, de détachement
et de paix. Contre toute attente, l'anti-agent, incarnant la marge, se révèle l'éveilleur des consciences et le détenteur de la norme. Le héros atypique, peint par Daoud, se fait quelque part le stéréotype de l'Algérien en crise à l'orée de ce 21e siècle, en phase avec l'urgence de redressement. Questionné sur son roman « Meursault contre enquête », l'auteur répond: la totalité de ces procédés transgressifs s'articule sur le mode de l'écart et pervertissent la fiction en déséquilibre, tantôt défectueuse, tantôt disproportionnée. La dénonciation se traduit en premier lieu comme un acte de rupture hautement illocutoire. Le contre-discours social est pris en charge par les personnages locuteurs, révoltés, qui fustigent sur un ton acerbe et mordant les carences et les anomalies d'une société dont la révolution nationale opérée il y a plus de 50 ans a mené paradoxalement au vide. En effet, selon Daoud, 1962 sonne l'impasse historique et le sommeil profond pour le peuple et non le remaniement d'une nation fraîchement réappropriée. Dans la fiction, la prise de parole se fait donc dans la contestation de l'ordre établi et l'expression de l'insurrection. Le dire émis donne à voir le portrait d'êtres aliénés de leur sort, des sujets divisés au moins fractionnés, ce que Blankman qualifie de sujets indécidables. Le jeu meneur de l'action part en mille éclats. L'être dépeint vit un malaise profond qui trouve son origine dans la turbulence sociale. Le réel dépasse l'entendement, car embourré dans des tourments qui n'en traduisent que le non-sens, violence, corruption, misère, errance, famine, débauche, représentent autant de faits qui altèrent le corps social en déliquescence. Ce n'est pas seulement le présent dramatique qui se veut problématique, mais aussi et surtout le passé qui peine à être dépassé. Comment cela est-il possible? Daoud explique la situation contemporaine et la lumière d'une situation post-coloniale. Si l'Algérie actuelle vit un présent tragique, c'est parce qu'elle ne parvient point à se détacher du combat achevé d'hier pour livrer le combat imminent d'aujourd'hui. La plupart des récits polémiques s'élèvent contre un référent social chaotique, car tributaire d'un référent historique problématique, l'Algérien est comme hanté par le spectre omniprésent d'une guerre glorifiée à outrance. Il vous reste 3 minutes. Ah, très bien. On n'a pas suggéré. Très bien. Donc, toujours dans la même perspective annoncée et tracée par ma collègue, toujours dans cette perspective-là, à savoir le fait, de déceler les jeux et les enjeux de cette écriture francophone dans les fictions de Kamel Daoud, dans les différents textes de Kamel Daoud.
En fait, ce qu'on remarque également sur un autre plan, c'est que le texte en fait enregistre l'inscription aussi de segments hétérogènes, des segments plutôt hétérogènes qui traversent le texte, qui traversent l'œuvre intégrale, dans la mesure où les voix du récit entrent en contact et dialoguent avec des voix venues d'ailleurs, du hors-texte. Donc la parole se fait plurielle, elle se fait disséminer, elle suit une dynamique assez dialogique, ce qui institue une forme d'hétérogénéité irréductible. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans sa réalisation textuelle, le discours émis est teinté de trivialité, il n'est pas du tout conforme à la décence. On remarque la présence d'obscénité, de vulgarité qui submerge le flot discursif et qui verse incontestablement dans une parole, dans un discours assez scandalisant. En fait, ce qui ne va pas sans heurter le lecteur sensible, offensé par un langage inconditionnellement scabreux. On remarque également, à travers notre analyse, en fait, un trait non négligeable de l'écriture chez Kamel Daoud, c'est bien la polyglossie. En effet, le texte reste véritablement investi par une somme de fragments linguistiques, des fragments hétérogènes au français. Donc, Kamel Daoud ne craint pas de puiser en fait dans le patrimoine linguistique universel, de convoquer les mots de l'autre, d'autres mots en l'occurrence. Donc, l'œuvre dans son intégralité s'affiche comme un univers multilingual où s'entrecroisent une diversité de codes linguistiques, des figures de la langue maternelle, de l'arabe classique, du parler algérien populaire ou encore de l'anglais, autant de figures transposées telles que via une procédure langagière qui relève tantôt de l'emprunt, tantôt du xénisme. On remarque également que d'autres modes opératoires sont à l'œuvre toujours dans cette poétique de l'excès, dans cette poétique transgressive, notamment l'humour et l'ironie, donc des clins d'œil adressés au lecteur, donc deux modalités discursives qui investissent pleinement l'espace textuel pour s'y articuler comme autant de décalages langagiers extrêmes, saisissants. Nous avons d'ailleurs le comique, la raillerie, la dérision qui fonctionnent comme des comportements énonciatifs élaborés sur le mode de l'écart, pris en charge par ces mêmes personnages rebelles, justement décrits à l'instant même par ma collègue. Donc, pour véritablement aller vers la fin, nous dirions en fait que si Kamel Daoud opte pour la rupture, justement en choisissant ce français-là comme objet et à la fois comme procédé même de cette rupture, s'il opte pour l'excès, s'il opte pour la démesure et fait justement de la langue française quelque part son procédé d'écriture, c'est bien pour mettre en place et au point une esthétique en turbulence. Or, ça n'est pas seulement pour renouveler les acquis poétiques ou bien pour innover en matière de création fictionnelle, c'est plutôt un mode d'écriture révolutionnaire qui semble étroitement lié à un contexte social, à un contexte politique, idéologique, civilisationnel, lui aussi peu normatif. Donc, si Kamel Daoud entre par effraction justement dans ce monde littéraire algérien d'expression française assez canonisé et se traduit justement comme un acte fortement subversif, significatif, si cette subversion-là est d'actualité, eh bien, c'est une réflexion qui est amorcée. D'ailleurs, voici ce que déclare l'auteur interrogé justement sur l'usage du français comme procédé d'écriture. Il dit, je cite, « Je voulais écrire le regard d'un Algérien sur sa condition humaine, sa présence au monde. J'interroge le siècle, le monde, la mort. » Donc, fin de la citation. Donc, pour conclure, une littérature ainsi de graphie française qui excède les règles, qui bascule dans ses dérèglements, qui cultive les disjonctions, qui prône l'objection, elle est à démêler à la lumière même de son espace premier de surgissement. Donc, voilà. On vous remercie de votre attention. On vous entend pas. On vous entend pas. Vous entendez? Ah. Tu as fermé le son? Non, non, pas du tout. Non? Vous Vous entendez entendez rien? maintenant? Oui, oui, oui. OK. Merci pour On a cette... applaudi, Merci pour cette présentation. Je crois que vous allez avoir quelques questions. Restez avec nous, donc, à la fin de ce panel. Je passe tout de suite à notre deuxième intervenant, Yaroslav Stanovski, qui est à ma droite, donc en présentiel. Docteur en littérature et en langue française, spécialiste dans la section historique de la Bibliothèque de Moravie. Il va nous faire une présentation, en fait, son intervention sur la noblesse de l'Europe centrale du 18e siècle et sa francophonie, le cas de la famille
Chorinsky. Un petit moment. Donc, il va placer, je Voilà. crois, il a un support visuel, exactement. Alors, est-ce que ça marche? Merveilleux. Oui, ça marche. Parfait. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Et merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon? Super. Et merci pour cette occasion de pouvoir être parmi vous. Alors, je vais parler d'un sujet qui est un peu exotique dans le contexte de ce qu'on a dit maintenant pendant cette journée, parce que c'est le sujet qui est assez éloigné dans le temps. Je vais parler de la francophonie, mais d'un point de vue historique, ce qui nous permet de réfléchir sur le changement de la position du français à travers le temps. Je vais examiner le phénomène du français nobiliaire, cela veut dire du français qui était parlé, qui était utilisé par l'aristocratie européenne pendant le XVIIIe siècle, pendant la période des Lumières. Et je vais me concentrer sur une étude de cas, sur une génération de la famille morave qui s'appelait Chorinsky-Lecké ou Chorinsky von Lecké. C'est la famille que je connais un petit peu parce que je travaille avec ces archives. Donc, ça me permet d'ouvrir la discussion, la réflexion sur la perspective diachronique de la francophonie. Je vais parler d'abord un petit peu, pour vous donner un peu de contexte, de l'Europe française du temps des Lumières, et ensuite de la situation de la Moravie, parce que je ne suis pas sûr si vous connaissez où se trouve la Moravie, quelle était sa position politique à l'époque, etc. etc. Après, je vais me concentrer sur la francophonie en Moravie du XVIIIe siècle. Cela veut dire quelles sont les sources que nous pouvons étudier et quelle était la position du français à la Moravie de l'époque. Et enfin, dans la partie principale de la communication, je vais parler de ce cas spécial ou de ce cas spécifique des seigneurs de Chorinsky. Voilà. Alors, pour commencer, c'est quelque chose qui est peut-être connu, mais je veux le dire quand même de nouveau, c'est le contexte de l'Europe française du XVIIIe siècle. Parce que pendant la période des Lumières, pendant le temps des Lumières, c'était la France qui était le cœur indéniable, culturel et intellectuel de l'Europe. Et nous pouvons le démontrer sur plusieurs aspects, sur plusieurs exemples. Par exemple, le cas qui est connu, c'est le cas du roi Frédéric II de Prusse, qui était allemand, mais qui parlait presque exclusivement français, et qui dit « Je n'utilise l'allemand que pour parler à mes valets et à mes chiens ». Nous pouvons également évoquer Maximilien Lamberg, qui est peu connu, mais c'était l'aristocrate morave, francophone et écrivain, qui a écrit, je cite, « On peut dire aujourd'hui que la moitié de l'Europe parle français et que cette langue moderne a beaucoup plus de réputation et d'amateur que celle de César et de Cicéron. » Autrement dit, dans cette période, c'était le français et non plus le latin qui était la lingua franca, la langue internationale de l'Europe. Et nous pouvons dire que la majorité de l'élite européenne de l'époque connaissait français et parlait français. Même si cette position de l'Europe française est un peu nuancée par les recherches des dernières décennies, parce qu'on considère que c'était également l'allemand qui était important. Puis, il y a également le phénomène de l'enlightenment anglais, etc., etc. Bon, pour nos besoins, constatons tout simplement qu'à l'époque, le français était la langue internationale numéro un. En ce qui concerne la Moravie à l'époque, ici pour que je vous situe où se trouve la Moravie, ou Morava, la Moravie qui est actuellement la partie orientale de la République tchèque était à l'époque une des provinces de l'Empire autrichien. Et pendant la période des Lumières, la Moravie est devenue, avant c'était un pays agraire, un peu arriéré. Pendant cette période, il est devenu un pays moderne. Surtout par les réformes de l'État, mais également par les impulsions culturelles et intellectuelles qui étaient apportées de l'Europe par l'esprit des Lumières. Or, pour le cas de la Moravie, on parle des Lumières tardives parce que, juste pour vous orienter, si la Lumière en France commence plus ou moins avec la mort de Louis XIV, donc cela veut dire au début du XVIIIe siècle,
En Moravie, c'est beaucoup plus tard. En Moravie, c'est vers 1750-1760 que commence la période des Lumières. Néanmoins, l'élite morave a repris assez rapidement les modes de sociabilité qui étaient à la vogue en Europe des Lumières, les salons, les loges maçonniques, les académies, les sociétés savantes, et également l'élite morave, l'aristocratie, aimait beaucoup la culture européenne, y compris la culture francophone. Et donc, on a apporté les livres français en Moravie par des milliers et milliers. Et j'ai évoqué ici le cas de Chancelier Kaunitz, qui était à la fois l'aristocrate morave et un des politiciens les plus influents de l'Europe centrale de l'époque, pour vous démontrer qu'il y avait un lien assez proche, assez direct entre la Moravie et Vienne, et donc le milieu culturel et intellectuel de toute l'Europe. Cette élite de la Moravie de l'époque était presque exclusivement germanophone. La majorité de la population était tchèque, mais c'était surtout la population pauvre et peu lettrée. Néanmoins, nous pouvons parler pour l'époque de la diglossie, diglossie morave, parce que la majorité de l'élite parlait français et connaissait français. Il s'avère donc clair que l'usage du français était en quelque sorte une partie de la réalité sociale de la Moravie de l'époque. Or, c'était l'usage qui était probablement exclusif et qui était limité à quelques cas spécifiques ou à quelques contextes sociaux spécifiques. J'ai dit que le français, c'était la langue de l'élite. Cela veut dire de l'aristocratie. Néanmoins, pour vérifier ces thèses générales, il faut recourir aux sources primaires. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de quelle source, de quel type de source nous disposons en ce qui concerne le milieu français ou le milieu francophone en Moravie. Et en effet, il y a plusieurs types de sources que l'on peut étudier. D'abord, ce sont les bibliothèques. Parce qu'en Moravie, comme en Bohême, il y a plusieurs centaines de bibliothèques aristocratiques qui sont toujours conservées. Donc, ce sont des fonds historiques qui nous permettent d'étudier quel type de livres lisaient les aristocrates, quel type de livres étaient apportés, etc., etc. Néanmoins, ça ne suffit pas, parce que peut-être vous le connaissez de votre propre exemple, moi je le connais, le fait que nous avons un livre dans la bibliothèque ne veut pas dire encore que nous avons lu ce livre et que nous avons utilisé ce livre. Donc, il faut quand même utiliser plusieurs types de sources. Ensuite, nous pouvons nous référer sur le marché du livre. Cela veut dire, par exemple, sur les catalogues des libraires. Et j'ai donné comme un exemple le catalogue d'un libraire de Brno des années 60. De même, dans les magasins de l'époque, il y avait beaucoup de petites annonces de la littérature française qui annoncent la vente de la littérature française. Cela veut dire qu'il y avait le public qui lisait le français et qui utilisait le français. Nous pouvons également parler de la littérature française qui est liée en Moravie, mais dans ce cas-là, c'est juste quelques livres. J'ai évoqué le cas de Maximilien Lamberg que j'étudie. C'était quelqu'un qui était très spécifique parce qu'il vivait en Moravie, mais avant, il vivait partout en Europe et il publiait une dizaine de livres de français, mais c'est quand même quelqu'un de très spécifique. En effet, pour toute la période des Lumières, il y a juste une dizaine de livres qui étaient imprimés en français en Moravie. Donc, c'était surtout les livres qui étaient apportés de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, ce sont les pièces manuscrites, parce que les pièces manuscrites nous permettent d'analyser comment et quand le français était utilisé. C'est surtout la correspondance des aristocrates qui est dans les archives, mais également les pièces manuscrites qui ont servi pour les besoins de l'éducation. Par exemple, une des aristocrates de l'époque a rédigé tout un plan de l'éducation pour son fils en français. Donc, nous pouvons dire généralement que l'image de la francophonie du XVIIIe siècle en Moravie, en Europe centrale généralement, doit se fonder sur une mosaïque de sources qui est parfois fragmentaire et qui ne sont pas suffisantes. Donc, il faut le combiner avec d'autres types de documents. Et je vais essayer de démontrer cette problématique
sur un cas précis qui est le cas de la famille Chorinski de Lecce. Alors, c'est une famille qui peut nous servir comme un bon exemple de la francophonie du XVIIIe siècle, justement pour le fait que c'était la famille qui, au XVIIIe siècle, a gagné de l'importance, a gagné de la fortune. Donc, c'était la famille de la petite aristocratie qui n'était pas tellement importante. Or, pendant le XVIIIe siècle, un des membres de la famille a acheté le château de Veselí nad Moravou, qui est devenu la base de la richesse familiale. Et la génération de ses fils, c'est la génération qui m'intéresse, c'est la génération dont je parle aujourd'hui, est devenue une des familles moraves les plus importantes. Un de ses fils était le premier évêque de Brno, il s'appelait Matthias Chorinski. L'autre fils, Ignaz Dominik, était le gouverneur de la principauté d'Opava, cela veut dire qu'il avait une fonction administrative assez importante. L'autre fils, François-Jean ou Francis Johann, était un des hommes les plus riches de la Moravie de l'époque. Ce qui est commun à tous ces frères, c'est qu'ils parlaient, comme les aristocrates éduqués, ils parlaient plusieurs langues, bien sûr l'allemand, le latin, mais surtout le français. Alors, voilà, ce sont les châteaux de la famille de Chorinski, Veselí et Velké Hoštice, qui sont la base de notre documentation, parce que les archives de Chorinski sont des archives qui sont liées à ces deux châteaux. Juste pour vous situer un petit peu dans le contexte combien de documents on a, pour le château de Velké Hoštice, c'est 50 box de documents. Cela veut dire milliers et milliers de pages, dont le tiers ou le quart est en français. Cela veut dire que c'est toujours des milliers de lettres, de documents écrits en français. Alors, pour étudier la francophonie chez Chorinski, nous disposons surtout de l'ancienne bibliothèque de Veselí nad Moravou, qui est entièrement conservée parce qu'elle a été confisquée après la Deuxième Guerre mondiale et elle est conservée à la bibliothèque de Moravie, donc dans mon institution. C'est pour ça d'ailleurs que j'étudie le cas de cette famille. Ce qui est intéressant pour la question de la francophonie, alors nous disposons d'un document très précieux qui est le catalogue des livres français qui a été imprimé à la fin du XVIIIe siècle par un certain Innocent Aleš qui était le bibliothécaire de Chorinski. Grâce à ce document, nous pouvons reconstruire l'état de la bibliothèque de Francis Johann ou François-Jean Chorinski de la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y avait plus que 105 livres, 154 plus précisément. Cela veut dire que 37% de toute la bibliothèque de Veselí était en français. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce n'était pas la littérature ou les belles-lettres qui composaient la majorité de la bibliothèque. C'est parce que la littérature représente juste le 15% du fond, tandis que les livres religieux et les livres historiques représentent au total presque 60%, ce qui correspond assez bien aux intérêts des aristocrates de cette période. Néanmoins, comme j'ai dit, l'existence des livres dans la bibliothèque ne prouve pas encore que ces livres étaient effectivement lus et utilisés. Donc, nous pouvons analyser également les livres qui étaient annotés par leurs propriétaires. Et une dizaine ou une douzaine de livres de Chorinski étaient annotés. C'est juste une œuvre politique. Et ce sont l'esprit de loi de Montesquieu, dans lequel j'ai retrouvé une petite carte de jeu. Et sur cette carte de jeu, vous le voyez sur l'image, j'ai trouvé un commentaire, je crois que c'était François-Jean Chorinski qui l'a écrit. C'est un commentaire assez critique. Ah oui, donc je vais me dépêcher. C'est un commentaire assez critique en ce qui concerne la politique de la Prussie. Et comme Ignaz Dominik, son frère, était le sujet direct du roi de Prussie, alors François-Jean savait très bien quelle était la différence entre la Prussie et l'Autriche. Or, plusieurs notes ont été retrouvées dans les livres religieux. Ça, je le trouve encore plus intéressant en ce qui concerne la fonction de la francophonie. Pourquoi? Parce que si les aristocrates de l'époque utilisaient le français pour les prières, cela veut dire que le français, pour eux,
était en langue privée, un langage privé, un langage intime. Et nous pouvons le démontrer également sur les sources qui se rapportent à l'éducation. Parce que j'ai retrouvé plusieurs sources qui prouvent que le français était présent dans la famille de Chorinsky dès leur enfance. Non seulement le livre dans leur bibliothèque, mais également plusieurs documents dans les archives. Et généralement, on sait que dans les familles aristocratiques en Moravie, il y avait les gouvernantes françaises. Et grâce aux documents conservés, nous savons précisément qui était la gouvernante de Chorinsky. Elle s'appelait Colombe Bouquenet et c'était une Parisienne parce qu'elle était morte à Chorinsky et j'ai retrouvé la lettre que François-Jean Chorinsky a échangée avec sa fille. Sa fille était la femme d'un marchand des estampes qui vivait au Palais Royal. Bon, c'est-à-dire que cela veut dire que dans les familles aristocratiques, en Moravie, en Europe centrale, vivait toujours un Français ou une Française qui éduquait les enfants de la famille. Je parlais encore de la fonction privée du français et nous pouvons le démontrer surtout sur la correspondance. Parce que presque la majorité de la correspondance parmi les membres de la famille, même si c'était les Allemands ou les germanophones, est en français. Et nous pouvons le démontrer surtout sur la correspondance que vous voyez à gauche entre la femme entre Ignaz Dominik Chorinsky et sa première femme qui s'appelait Maria Barbara de Hoditz. Et c'est une correspondance qui est, à mon avis, très intéressante parce que c'est d'un côté assez formel, de l'autre côté très charmant. Cette comtesse écrit toujours à Ignaz Dominik mon très aimable cœur ou mon unique amour, etc., etc. Donc, encore une fois, ça prouve que, que le français, dans le milieu aristocratique de la Moravie, était tellement important que c'était même la langue privée des aristocrates. Par contre, la langue publique, c'était plutôt l'allemand qui était la langue de l'administration. Et ici, vous voyez une autre lettre dans laquelle Francis Johann Chorinsky, donc l'aristocrate de Vesely, annonce à son frère la mort de leur autre frère sur le champ de bataille. Bref, pour terminer, ou pour conclure un petit peu ce que j'ai dit sur Chorinsky, les sources que... Il faut que je termine? Non, c'est pas... Non, j'ai aucune idée, c'est quoi ça? Les sources que j'ai essayé d'analyser un petit peu démontrent sans doute l'importance du français dans la vie des aristocrates de l'époque, dans la vie de la famille de Chorinsky. Mais j'ai retrouvé la lettre qu'ils ont échangée avec beaucoup d'autres familles. Donc, ce que j'ai trouvé pour les Chorinsky, c'est assez probable que c'était le cas de presque toute l'aristocratie de l'époque. Le français avait apparemment plusieurs fonctions. D'abord, c'était une langue noble. C'était une langue qui distinguait l'élite des couches sociales qui n'étaient pas tellement nobles. Mais c'était également un langage de loisirs et de culture, comme nous pouvons déduire du nombre des livres dans la bibliothèque. Et enfin, c'était également un langage privé, un langage intime qui servait pour communiquer avec ses proches ou même pour se prier. Alors, pour conclure, je parlais surtout du XVIIIe siècle, mais pour notre perspective actuelle, c'est également intéressant parce que je parlais d'un cas de la francophonie très spécifique, comme en Europe centrale, l'influence directe de la France n'était jamais très importante et on n'a pas été colonisé par la France. Quand même, pendant une certaine période, toute une couche sociale parlait français, toute une couche sociale utilisait français assez couramment. Et cette position importante du français persistait encore au XIXe siècle. Et au XXe siècle, elle a été un peu renouvelée parce que c'était la France, mais cette fois-ci la France républicaine et démocratique, qui a aidé à fonder la République tchèque, ou à l'époque c'était la Tchécoslovaquie. Et maintenant, on est dans une situation où l'usage du français est toujours assez important en Tchéquie, mais elle est en recul assez important. À cause de la mondialisation, à cause de l'influence du français. Donc, nous pouvons conclure par constater que
la francophonie n'est pas quelque chose qui va de soi, et qu'il y a une évolution diachronique assez importante de la francophonie, au moins en ce qui concerne l'Europe centrale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette intervention. Je ne sais pas, c'est peut-être juste moi, mais il me semble qu'il y avait des parallèles que l'on pouvait faire aussi avec la Grande-Bretagne sur à peu près les mêmes époques, là, sur l'utilisation du français par une noblesse ou une bourgeoisie. Quand même. Notre troisième intervenant, je ne sais pas, est-ce qu'il est avec nous? Oui. Oui. Juste pour être certain. Je suis là. Maurice Tettenay, donc doctorant en français et études francophones et écrivain, étudiant à la Washington University de Saint-Louis. Le titre de sa conférence, Abolitionnisme et militantisme créole de la francophonie louisianaise. Et là, il y a un long sous-titre que je vous laisse lire, sinon je pense que je vais m'enfarger 3 fois dedans. Et donc, je vous laisse la parole si vous êtes prêts. Oui, j'ai un problème avec Webex. Oui, j'ai vu son nom à l'écran. Oui, il est là. Parce que j'ai dû... c'est là maintenant. Oh là là, ça a l'air compliqué. Ah, voilà. Là, ça, c'est le président du... c'est pas bon, c'est pas la bonne personne. OK. Allô? Merveilleux, Maurice. On t'avait perdu pendant un moment, on t'a retrouvé, on est heureux donc, que tu sois là. Alors, est-ce qu'il y a un PowerPoint ou... Oui, j'en ai. Comment est-ce que je partage mon écran? Oui. Donc, Comment est-ce que je partage mon écran? Oui, vous pouvez. Il demande où? Est-ce que vous voyez souvent à droite, vous faites CTRL majuscule D. CTRL majuscule D. Oh là là. CTRL majuscule D. Ouais. J'ai un MacBook, hein? Ça ne fonctionne pas. Alors, sinon, il y a une fonction partage. Hein? Il y a une fonction, c'est ça. En bas de votre écran, vous avez plusieurs petits symboles. Le troisième symbole, en partant de la gauche. Oui, rectangle. Là, je le fais c'est un rectangle dans un rond. Il y a une flèche au milieu. OK, attendez voir. OK. Une seconde. Pardon. Non, là, on l'a perdu. Il n'est plus là? Il a déconnecté. Oui, je vais voir. Oh oui. Et là, 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 là. Il est parti. Oui, il a dû peser sur raccrocher. Définitivement, là. Mm-hmm. Monsieur Téné a dû toucher à une fonction. Mais il va se reconnecter, je ne peux pas croire. Mm-hmm. Oui, je pense Est-ce que c'est voilà, la il est là. consultation de ces archives sont Je l'ai publiques? vu. Oui, tout le monde peut les consulter. Oui, c'est la partie des archives provinciales de Moravie et les archives provinciales de la Silésie. Donc OK. Si vous savez où il faut aller, c'est très intéressant. Très voilà. Merveilleux, voilà. Oui, Oh, on est content. Donc,
Par contre, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Et votre caméra. Non, caméra. Pas parce la que là, il caméra, partage, d'accord, pas la caméra. Là, tu as désactivé. Là, c'est pas activé. Ok, là, j'active et je refais le partage. Vous m'entendez très bien? Oui, là, on Oui. t'entend. Oui, oui. D'accord. Bien, je pense que là, vous voyez également mon écran. Tout est bon? Merveilleux. C'est bon. Oh là là, je suis désolé. Merci Non, beaucoup non, pour votre patience. Merci aux organisateurs et aux organisatrices. Et aussi, merci au professeur Jean-François d'avoir accepté de modérer notre panel. Alors, je lance mon chrono de 15 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais nous parler de la francophonie louisianaise sous le prisme de deux romans du 19e siècle, L'habitation Saint-Hubert d'Alfred Mercier et Conte d'une grand-mère louisianaise de Sidonie de la Houssaye. Et j'organise mon propos autour de trois axes majeurs. Je vais parler donc de l'habitation Saint-Hubert sous l'angle du démantèlement idéologique et politique de l'édifice esclavagiste. Et avec Sidonie de la Houssaye, je vais parler de l'abolitionnisme par la pédagogie. Et enfin, je vais terminer justement en proposant des réflexions sur la manière dont ces deux ouvrages cadrent ou bien répondent plus ou moins aux grandes problématiques soulevées par notre conférence. Alors, L'habitation Saint-Hubert, c'est un roman qui a été publié en 1881, qui parle justement de la vie au sein de la famille Saint-Hubert. Et les Saint-Hubert sont établis sur un impressionnant patrimoine foncier et humain. Il est dit qu'ils avaient 400 esclaves, hommes et femmes pour les travaux des champs, 18 ouvriers, 10 jardiniers, 20 domestiques pour le service de la maison, 200 mulets, 30 chevaux, etc. Mais le roman organise justement le combat abolitionniste sur deux versants. L'intime conviction de certains personnages et d'autre part, le truchement intertextuel, où le livre convie d'autres textes pour soutenir le combat abolitionniste qu'il défend. Au niveau des convictions personnelles des personnages, vous avez Anthony Pellage, qui est un jeune Français de 23 ans qui arrive donc en Louisiane et est instructeur des enfants de la famille Saint-Hubert. Il est dit de lui, je cite, c'était un homme des convictions, en tout il cherchait la vérité et quand il l'avait trouvée, il puisait une force de volonté qu'aucun obstacle ne pouvait abattre. Pour lui, le progrès indéfini de l'esprit humain ne faisait aucun doute. Aussi contemplait-il dans un avenir certain l'affranchissement général des peuples et leur fédération sur les bases d'un droit universel. Un autre personnage, c'est Chandoiselle, la fille cadette de Saint-Hubert, qui est également habitée de certaines convictions personnelles en ce qui concerne l'abolition de l'esclavage. Il est dit, je cite, elle était ouvertement opposée à l'institution de l'esclavage. Par convenance, elle n'en parlait pas devant les domestiques, mais au salon, elle prenait son franc-parler. Elle ne quittait jamais le terrain des principes. Ce n'étaient pas des opinions qu'elle avait, mais des convictions. Si elle avait fléchi devant des considérations d'intérêt, elle eût commis au tribunal de sa conscience un acte de lâcheté et de trahison envers la cause de la vérité et de la justice. Quand elle entendait les cris d'un esclave qu'on châtiait, elle pleurait. Le récit légitime ainsi donc un traitement qui rompt avec les codes officiels et crée au sein de l'habitation Saint-Hubert un cadre qui, sans ébranler toute la structure dans son ensemble, atténue à une échelle réduite la dure condition des esclaves. Le narrateur en fait ainsi le résumé, revenant sur cet aspect de la vie en Louisiane que découvre Pellage. On ne connaît bien l'état social autant qu'on le voit de ses propres yeux et sous toutes ses faces. Pellage ne pouvait dans aucun cas approuver l'esclavage, mais en vivant en Louisiane, il devait s'initier aux causes qui peuvent, sous le toit de maître intelligent et bon, atténuer une institution basée sur la violation du droit commun. Bon, là, nous avons une petite sélection que j'ai faite de la conviction intime de certains personnages. Un autre aspect important du combat abolitionniste porté par le roman réside donc dans la démarche intertextuelle. Dans une lettre datée du 19 novembre 1860, le fils de M. Saint-Hubert, qui poursuit ses études à Paris, adresse une lettre à sa famille dans laquelle il dit exactement, je prends juste la dernière partie, l'affranchissement des nègres est une des nécessités de notre temps. Il me paraît beaucoup plus prochain que vous ne le croyez au sud. Donc, il explique très bien dans sa lettre que l'esclavage est condamné dans l'esprit du 19e siècle. À côté, nous avons également la circulation des textes dans les romans comme élément majeur
comme élément majeur d'émancipation. Vous avez également la position que prennent les ouvriers de l'habitation Saint-Hubert et le discours qu'ils font même par rapport à la situation des Noirs d'une manière générale. L'un des économes, il est dit dans le texte qu'il avait ramassé dans le voisinage du camp une de ces brochures que les émissaires de l'abolitionnisme faisaient circuler secrètement dans les habitations. Les nègres savaient toujours trouver quelqu'un pour leur lire ces écrits incendiaires. Et le dernier exemple que je prendrai dans ce contexte concerne cette section où on parle d'une singulière inconséquence entre guillemets. Il est dit, je cite, chez les Saint-Hubert, comme chez tant d'autres possesseurs d'esclaves, on commettait une singulière inconséquence. On lisait en présence des domestiques des ouvrages dans lesquels il est souvent question des droits de l'homme. Donc, le texte fait ici un recensement donc, de brochures pamphlétaires, de lettres, d'ouvrages, d'essais favorables aux droits de l'homme et à la prise de conscience. Tous ces textes qui parlent d'une seule voix pour poser dans le roman les bases de l'émancipation future des esclaves. Le roman donne ainsi, au-delà de la prévenance de la famille, l'outil intellectuel dont les sujets esclavagisés ont besoin pour une libération authentique. Celle-ci se présente alors comme le fruit d'un labeur intellectuellement pensé et ensuite concrétisé dans la bataille, comme le montreront les événements de la guerre civile dans le livre. En lisant devant les esclaves des ouvrages relatifs aux droits de l'homme et en laissant traîner d'autres volumes défendant la cause humaine, le roman adopte une posture dissidente contre les règles du système esclavagiste, car ces actes posent les jalons de l'émancipation que le fils Saint-Hubert défend dans sa lettre de novembre 1860. Avec Sidonie de la Houssaye, on adopte une posture pédagogique. Elle était enseignante et il faut dire qu'elle écrit ses textes après la guerre civile, donc après l'abolition de l'esclavage. Et justement, après la guerre civile, la Louisiane entre dans une phase encore plus accélérée de son américanisation, avec l'anglais qui prend le dessus sur le français. Donc, ces textes qu'elle écrit, elle les lit dans les écoles pour entretenir la flamme francophone et éduquer les jeunes Louisianais. Alors, elle commence ainsi son conte, Les petits soldats, qui nous intéresse en l'occurrence, en disant « L'histoire que je vais vous raconter, mes chers enfants, est arrivée pendant le temps de l'esclavage, c'est-à-dire le temps où les nègres appartenaient aux Blancs, exactement comme leur appartenaient leurs chevaux et leurs vaches. La référence historique, le temps de l'esclavage, se distancie ici de la fiction fantastique pour inscrire le roman dans un cadre, le conte, pardon, dans un cadre réaliste qui épouse les événements récents de l'histoire de la Louisiane. Dans Les petits soldats, elle propose en début de conte un décor semblable à celui d'Alfred Messier par rapport au traitement des esclaves et la relative proximité entre ceux-ci et leurs bourreaux. Elle dira, je cite, « Certes, il y avait des maîtres qui étaient injustes et même cruels pour leurs esclaves, mais il y en avait aussi qui étaient bons et soignaient les leurs comme s'ils eussent été leurs enfants. Certes, ils les faisaient travailler, mais ne les accablaient pas d'ouvrage ou ils les nourrissaient bien, leur donnaient l'hiver de choses d'habillement et avaient toujours quelques bonnes paroles à leur dire. » Le contexte est ainsi énoncé et catégorise pour une compréhension fluide des jeunes auditeurs les deux types d'esclavagistes. L'insistance sur la catégorie des bons est le moyen par lequel la narratrice introduit la famille de Lavenne. Donc, nous avons Madame de Lavenne qui est veuve et qui éduque seul son fils de 8 ans, Gustave, un jeune garçon qui manifeste très tôt une cruauté rare pour son âge envers les jeunes esclaves de l'habitation. Il invite ceux-ci à divers jeux dans lesquels la brimade est l'outil de communication privilégié. Et il est dit, je cite, « Mais si Gustave aimait jouer avec les petits nègres de l'habitation, avouons qu'il n'était pas toujours bon pour eux. Il savait qu'il était leur maître. Il ne leur épargnait ni taloche, ni coup de pied. » Fin de citation. Et devant cette situation, sa mère, bien entendu, elle souffre de voir son enfant manifester une telle cruauté. Mais son attitude n'est pas sans conséquence. Parce que plus tard, on va se rendre compte qu'il va se retrouver en situation difficile. Et sa mère, justement, l'avertit dans un dialogue que les deux ont, où sa mère lui dit, vous vous croyez bien au-dessus d'eux, mais là, mon fils, vous vous trompez. C'est Dieu qui a fait tous les hommes et il les a fait tous égaux à ses yeux. Si vous ne savez pas commander à vos passions, mon enfant, si vous continuez à tourmenter, à humilier vos semblables, tous vous détesteront. Et ce propos sera prémonitoire parce que quelque temps après, le jeune Gustave se trouve en danger de mort. Il appelle au secours les jeunes esclaves avec qui il a l'habitude de jouer. Et ceux-ci vont lui répondre, parce qu'il leur propose de l'argent, entre autres, il leur dit, gardez votre argent, nous n'en voulons pas, vous êtes un méchant, vous battez, vous tyrannisez, restez ici pour votre pénitence.
Alors, le jeune Gustave ne devra la vie sauve qu'à un jardinier donc, qui passe par là et qui le sort de danger. Le conte se conclut donc ainsi par le petit qui fait acte de repentance devant sa mère en lui disant, je cite, « Pardon, maman, pardon, je t'avais promis d'être obéissant, de ne plus battre mes camarades et d'être bon pour nos esclaves. Et je n'ai tenu aucune de ces promesses, mais le bon Dieu m'a bien puni. J'ai été sans pitié pour mes camarades, pour les petits esclaves que j'aurais dû protéger. Et à leur tour, ils ont été sans pitié pour moi. Sans ma méchanceté, ils m'auraient secouru quand je les ai appelés. » Fin de citation. Donc, en structurant son récit selon la logique acte, blâme, pénitence, repentance, le texte séquence de manière fluide pour permettre aux enfants de percevoir le cycle de la vie qui, selon nos actes, peut déboucher sur une rétribution positive ou négative. En mettant les esclaves et le système esclavagiste au centre de la réflexion de Sidonite Lahoussaye invite à repenser le modèle de société et les lois qui régissent les rapports entre les humains. C'est un récit anachronique post-guerre civile qui veut poser pour la Louisiane les bases d'une société inclusive et tolérante dans laquelle la différence, loin d'ériger des barrières infranchissables pour les communautés, apporte de la vitalité au vivre ensemble. Dans un Sud qui promeut la suprématie de la race blanche tout de suite après la guerre à travers les dérives sectaires du Ku Klux Klan, le texte de Sidonite Lahoussaye s'érige comme un cordon moral de sécurité qui veut préserver la jeune génération de la perpétuation de l'idéologie suprémaciste. Bien qu'elle prenne ses repères sur la période esclavagiste récente, l'on est en droit de penser que le régime du Ku Klux Klan aura pour beaucoup inspiré cette écriture et que parler ouvertement de ce groupe terroriste n'aurait pas été sans conséquence pour l'auteur. Alors, comment est-ce que nous pouvons donc aborder ces deux ouvrages-là? J'entends ici la dernière partie. Comment aborder donc ces deux ouvrages à la lumière de la thématique qui nous réunit dans cette conférence? La littérature donc, de Louisiane, comme nous l'avons vu au 19e siècle, à travers la thématique abolitionniste, se positionne comme un bassin important de l'espace francophone. Son discours militant, bien que pas suffisamment divulgué dans le reste de la francosphère, n'en reste pas moins dynamique. La voix francophone par le canal de la production littéraire et à travers la thématique abordée s'affirme comme un discours géopolitique et institutionnel qui donne le ton pour une orientation nouvelle du monde d'alors. Cette littérature est, au-delà de l'instrument géopolitique, un objet linguistique multilingue, symbole de la diversité des locuteurs qui composent son espace. L'esclavage, loin d'être une pratique encouragée par le texte littéraire, est un levier sur lequel le discours abolitionniste fonde son argumentaire pour proposer de repenser le contrat social. La Louisiane épouse ainsi son passé et reconnaît les défis qui s'opposent à elle en tant qu'espace francophone dans la structure de la francophonie globale. Loin de nier son histoire, elle la relate et pose les bases pour un futur inclusif qui garantit à tous les acteurs et actrices une contribution efficace dans la construction de la société idéale que les textes semblent promouvoir. Les deux ouvrages sont donc un contre-discours dont la dissonance en milieu hostile ne fait aucun doute sur leur caractère militant. Les idées se rencontrent dans un mouvement harmonisé qui prend repère dans le sentiment d'une culture créole en partage au sein de la population louisianaise. La défense de l'intérêt des Noirs par Mercier et de Lahoussaye, deux écrivains blancs, sans être une particularité propre à la Louisiane, trouve son sens dans la définition même que cet espace donne à la créolité. Le militantisme qui porte le combat abolitionniste des deux auteurs est aussi l'autre expression du visage créole dont l'appropriation en Louisiane s'est faite au fil des siècles au gré de divers changements politiques. Et pour terminer donc, alors je suis à 12 minutes 42, donc je suis un peu dans le temps. Mercier et de Lahoussaye, porte-voix du mouvement abolitionniste de Louisiane au 19e siècle, propose à travers leur prose la voix francophone en milieu majoritairement anglophone et hispanophone. Le pacte social que tous deux suggèrent doit avoir pour fondement le respect de la dignité humaine. Avec Mercier, on est dans un combat intellectuel et politique dont le dénouement parfait se trouve dans le combat armé, en parenthèse la guerre civile. Chez de Lahoussaye, enseignante de métier, l'on opte pour l'éducation des jeunes intelligences en fabrication, socle d'une société future qui portera efficacement les valeurs d'équité et de justice. Telles sont les conditions que les deux auteurs posent pour une réinvention authentique du pacte social. Merci pour votre aimable attention. Moins de 15 minutes, 13 minutes. Je pense que c'est la seule intervention de la journée qu'on n'a pas été obligé de couper. J'avais chronométré. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup pour cette discipline.
je vous laisse donc, on a on a une demi-heure pour des questions et des échanges. Il y a Iguigui qui est là. Bertrand Iguigui. Il vient d'arriver? Oui. Attendez, ça va changer la donne. Vous pouvez parler avec lui. Oui, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est là? Bonjour. Bertrand Iguigui, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Vous m'entendez. Merveilleux. Alors, ça va être à votre tour. Alors, je vous présente. Donc, Bertrand Iguigui, il est docteur en histoire politique et relations internationales, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université de Douala au Cameroun. Le titre de son intervention, La francophonie des territoires face aux enjeux globaux, bilan et défis des villes francophones camerounaises dans la promotion du développement durable à travers la diplomatie des villes. Donc, la parole est à vous. Vous êtes le 4e et dernier intervenant de ce 3e panel. Merci de me passer la parole. J'aimerais d'abord dire bonsoir à tout le monde et remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir accepté que je puisse présenter ma communication. C'est vrai que j'avais préparé un support PowerPoint qui malheureusement ne vous sera pas diffusé par rapport à des problèmes techniques que j'ai rencontrés parce qu'en quittant la maison, j'ai laissé un certain nombre de mes outils, notamment la batterie de mon ordinateur. Donc actuellement, je suis donc en train de travailler via mon téléphone et donc j'ai éprouvé quelques difficultés techniques qui ne permettront pas que les uns et les autres puissent avoir accès à ma communication dans sa version PowerPoint. Mais néanmoins, je vais quand même m'efforcer à présenter cette communication qui s'attelle sur 4 principaux points. Notamment, je vais revenir sur le concept de francophonie des territoires. Je parlerai du contexte des villes francophones camerounaises en rapport avec les questions du développement durable. Je parlerai également des repères historiques de la mise en agenda du développement durable dans l'espace francophone. Et je terminerai sur les initiatives, sur la diplomatie des villes et la promotion du développement durable au sein des villes francophones camerounaises. Déjà, d'entrée de jeu, il convient de dire que la francophonie des territoires fait référence à l'ensemble des régions, villes et provinces et territoires où la langue française est utilisée ou valorisée. Et elle englobe les communautés francophones situées également en dehors des pays où le français est la première langue d'utilisation. Et ici, dans le cadre de cette réflexion, nous appréhendons beaucoup plus la francophonie des territoires comme cette plateforme de gouvernements locaux réunis dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones, qui est une plateforme d'expression, un cadre d'expression d'une diplomatie territoriale portée par les autorités locales des villes francophones. Et c'est ce cadre qui nous intéresse beaucoup plus. Pour dire que le contexte des villes les villes francophones, avec celles d'autres États de l'espace francophone, constituent ce que nous appelons la francophonie des territoires. Et leur contexte est marqué par plusieurs éléments qui permettent de comprendre l'évolution de la diplomatie dans l'ensemble. Et au Cameroun, les villes demeurent confrontées à la réalisation des objectifs de développement durable à travers la protection de l'environnement, l'accès aux services sociaux de base, l'éducation et le développement et bien d'autres. Et ainsi, l'atteinte des objectifs de développement durable dans le sillage des politiques publiques locales au sein des villes francophones camerounaises s'articule
autour de l'exercice des compétences transférées dans le cadre de la décentralisation. Et dans le cadre donc de cette décentralisation, c'est dans le cadre de cette décentralisation que les villes francophones camerounaises se sont inscrites, se sont projetées à l'international dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la diplomatie des villes ou encore la coopération décentralisée. Et les repères de la mise en agenda du développement durable dans l'espace francophone peuvent être compris au prisme de quatre principaux temps forts. Notamment, ces temps forts représentent la tenue de grandes conférences internationales qui ont permis d'inscrire la question du développement durable dans l'agenda de l'action publique locale et de l'action publique internationale. Nous avons donc le sommet de Dakar de 1989, la conférence de Tunis de 1991, le sommet de Rio de Janeiro de 1992 et le sommet de Ouagadougou de 2004 qui avait pour thème francophonie et développement durable. Et il faut donc comprendre que c'est au prisme de ces quatre grands temps forts que le développement durable s'est inscrit, n'est-ce pas, dans l'agenda francophone et a été donc et est aujourd'hui relayé par les collectivités locales des villes francophones qui mènent un certain nombre d'actions dans le cadre donc de la coopération décentralisée portée par l'Association internationale des maires francophones. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au Cameroun, les villes francophones camerounaises se sont engagées dans cette question et elles se déploient dans le cadre de la diplomatie des villes sous deux formes. La première forme du déploiement est ce que nous appelons le déploiement multi-acteurs, qui est ce que nous appelons le déploiement multi-acteurs, qui est un déploiement qui se fait dans le cadre donc de la plateforme de l'Association internationale des maires francophones qui mène un certain nombre d'initiatives, qui organisent des rencontres au sommet entre élus locaux de l'espace francophone et qui finance également les projets de promotion du développement durable dans les villes francophones à travers les questions de gestion des déchets, les questions de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. La deuxième forme de déploiement est ce que nous appelons le déploiement d'acteurs, qui se fait dans le cadre des conventions de coopération décentralisée que certaines communes ou villes francophones ont signé avec d'autres villes francophones de l'espace francophone, notamment des villes françaises. Et dans ce sillage-là, nous avons beaucoup de villes qui mènent un certain nombre d'actions financées dans le cadre du partenariat, dans le cadre de la coopération décentralisée de la diplomatie des villes, telles que les villes de Douala, les villes de Yaoundé. Et dans la ville de Yaoundé, par exemple, deux communes d'arrondissement, à savoir la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 et la commune d'arrondissement de Yaoundé 4, entretiennent une coopération décentralisée avec la Convention des maires d'Afrique subsaharienne, qui est une plateforme qui réunit des autorités locales et qui travaille sur les questions de changement climatique, de protection de l'environnement, avec l'élaboration notamment de ce qu'il convient d'appeler les plans climat, qui sont des outils, des dispositifs stratégiques opérationnels qui permettent, n'est-ce pas, d'arrimer ces villes aux exigences d'une gestion, d'une gouvernance respectueuse de l'environnement. Donc nous avons donc un certain nombre d'initiatives qui sont menées donc par les villes francophones camerounaises dans le cadre donc de la promotion du développement durable et qui bénéficient d'un soutien dans le cadre donc de la francophonie dans son ensemble. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que ces initiatives aujourd'hui se heurtent à un certain nombre de d'écueils. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre des agendas 21 locaux dans la plupart des territoires francophones n'est pas effectif. Ce qui essaie un peu d'obstruer alors qu'il essaie de gripper la mécanique de ce qui est fait sur le terrain en termes de promotion du développement durable dans l'espace francophone. Oui, mais tout compte fait, il faut souligner que la diplomatie des villes, le Cameroun, les communes camerounaises se sont inscrites dans une vaste dynamique de diplomatie des villes, de diplomatie territoriale, notamment dans le cadre donc, du réseau francophone, étant donné que la France, qui constitue l'un des principaux réseaux de coopération décentralisée dans le monde, se déploie beaucoup plus au Cameroun et que les communes camerounaises
dans leur philosophie de la coopération décentralisée, s'inspirent grandement du modèle français et du modèle des États francophones. Ce qui porte à croire que la francophonie des territoires est une réalité, mais qui demeure en perpétuelle construction, qui demeure donc confrontée à un certain nombre de défis, qui sont notamment les défis du développement durable, qui constituent une problématique globale, mais qu'il faudrait adresser depuis l'échelon local. Bon, cette réflexion n'est qu'une ébauche dans la mesure où elle n'est qu'un point de vue à partir d'un angle. On pourrait réfléchir davantage sur les questions de diplomatie des villes francophones, mais au prisme de la révision du dispositif institutionnel de la francophonie dans son ensemble. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà en quelque sorte la contribution que j'ai voulu apporter cet après-midi dans le cadre de ce colloque. Je vous remercie. Il nous reste une quinzaine de minutes pour des questions et des échanges, commentaires, objections. Oui? Ça serait bien si on pouvait avoir le micro, oui. Est-ce que Rachid Mimouni est conforme à votre description des auteurs de l'époque? Attendez, avec le micro, ils vont vous entendre. Est-ce que Rachid Mimouni rentre un peu dans le cadre de votre étude et aussi transgressif? Bayi Yamina? Voilà. Allô? Oui. Oui. On est là. On vous Oui, écoute. nous sommes ici, oui. On vous écoute. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous avez pu entendre la question posée? Non, Non. non, non, non. Ah oui, Alors, vous pouvez poser la question de nouveau, s'il vous plaît? vous pouvez répéter. Est-ce que Rachid Mimouni rentre dans le cadre de votre étude des auteurs transgressifs, etc.? Oui, Rachid Mimouni est aussi un écrivain. Bon, Kamel Daoud a sa façon d'écrire et Rachid Mimouni a la sienne, mais c'est toujours, on est toujours dans cette écriture de transgression. Oui, effectivement. En fait, pour Rachid Mimouni, on est toujours en présence justement d'une langue francophone complètement bouleversée en matière d'écriture. C'est-à-dire qu'il fait intervenir justement différentes stratégies d'écriture, de narration et aussi de dénonciation et tout. Et en fait, on est toujours dans la même perspective, transgressive, que ce soit du point de vue de l'écriture du personnage, que ce soit du point de vue peut-être de la composition du temps, de la représentation spatiale, même par rapport justement au profil mis en scène. Il est toujours question du personnage de la marge. Donc oui, Rachid Mimouni, oui, tout comme Kamel Daoud, je citerai également d'autres noms, d'autres noms comme Salim Bachi, comme Rachid Boujra également, comme Tahar Benjeloun, bien évidemment la scène littéraire maghrébine d'expression française. Donc ce sont des écrivains en fait qui font de la langue française un procédé de rupture, un procédé de transgression, et c'est essentiellement en fait pour amorcer une forme non seulement de renouvellement en matière d'écriture, mais aussi une sorte de mutation non seulement sociale, ontologique, idéologique, historique, de rompre aussi avec l'histoire, avec le référent historique, avec la mémoire, pour justement permettre à, disons, à la société décolonisée d'aller de l'avant et de bâtir justement sa propre modernité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, madame. Enfin, j'espère que nous avons répondu à votre question. Oui. Merci. Il y avait dans le fond ici à droite, oui. Merci beaucoup. J'avais une question pour Yaroslav. Yaroslav, je prononce bien? Oui, parfait. Je voulais savoir, est-ce que... Pardon? Oui.
Je voulais savoir si vous parliez des francs-maçons qui ont permis à la diffusion du français en Moravie. Est-ce qu'il y a aussi des missions catholiques envoyées par la France qui ont envoyé aussi, qui ont diffusé le français? Alors, j'ai mentionné les loges francs-maçons, mais c'est un peu différent parce que, selon ce que je sais, les loges maçonniques en Moravie étaient plutôt germanophones. En ce qui concerne les missionnaires françaises, je ne suis pas sûr, non. Je ne pense pas parce qu'à l'époque déjà, au XVIIIe siècle, il y avait, c'était après un siècle et demi de la récatholicisation qui était fait surtout par les ordres des jésuites, par exemple. Donc, il y avait beaucoup de moines italiens. Pour le français, non, ce n'est pas le cas. Je dirais que l'influence de la culture française à l'époque était plutôt séculaire. Voilà, donc. Il y a, par exemple, dans la bibliothèque de Chorinsky, on retrouve quelques livres de Voltaire, de Rousseau, etc. Mais s'il y avait les abbés français, je n'en sais rien, mais je peux me renseigner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai peut-être une question à nos collègues algériens. Parce que vous avez parlé des écrivains francophones du XXIe siècle algériens. Alors, est-ce que les livres français sont... Quel est l'état de l'édition? Parce que je sais, par exemple, que pour l'Afrique subsaharienne, même si on écrit sur l'Afrique, alors on le publie notamment en France. Alors, est-ce que pour les livres algériens, c'est la même situation ou on est capable de publier les livres français en Algérie directement? Encore. Vous n'avez pas entendu? Ah non, non, il faut rétablir le son. Je ne comprends pas. Vous pouvez... Ah oui, c'est bon. Oui, alors Oui. on n'a pas, en fait, On n'a pas entendu. on n'a pas entendu toute la question. Vous pouvez reprendre? Quel est l'état de l'édition? Ça veut dire, est-ce que les livres français qu'on écrit en Algérie, on les publie aussi en Algérie ou il faut qu'on les publie dans les maisons d'édition en France? Oui, oui, oui. Justement, en termes d'édition, Il y a la on censure. peut- oui, alors on écrit, on est libre d'écrire en langue arabe, en langue française, et les écrivains, justement, les écrivains algériens, pour ceux qui prennent la langue arabe, c'est leur choix. Pour ceux qui prennent la langue française, c'est aussi leur choix. Mais on écrit, justement, on écrit librement, en reprenant des problématiques sociales, et cela est véritablement très bien reçu par le lectorat. Ah, super. Oui. Merci. Il y a d'autres commentaires, questions? Il y a Marc Chevrier. Le français a été une langue aristocratique, notamment en Europe centrale. Mais est-ce que le français, pour parler de la Tchéquie, a incarné aussi la langue du peuple, une langue révolutionnaire? Il y a dû y avoir une révolution à Prague vers 1848. Alors, est-ce qu'à cette époque, le français a cessé d'être la langue des aristocrates pour donner la langue du peuple, ou du moins des élites bourgeoises? Alors, je dirais que jusqu'au XXe siècle, le français lui-même était plutôt la langue de l'aristocratie parce que juste pendant la Révolution française, on a été de l'autre côté. Ça veut dire que la réaction en Bohème était plutôt contre la Révolution. Néanmoins, vous avez parlé de la Révolution de 1848. Alors, il y a une influence indirecte parce que, un des historiens les plus importants de l'époque, une sorte de Michel Tchèque qui s'appelait František Palacký, a réécrit l'histoire médiévale de la Tchéquie en s'inspirant dans l'historiographie française de la Révolution française. Cela veut dire que la conception historiographique de la Révolution française a influencé la conception historiographique ou, si vous voulez, le roman national de la nation tchèque. Donc, il n'y a pas cette influence linguistique, mais il y a au moins cette influence historio-culturelle. Merci. Vous aviez une seconde question? Non? Ça va? Pas d'autres questions? J'ai une question pour Yamina et Soraya.
si Oui. vous me permettez. Oui, allez-y. Merci, j'ai beaucoup aimé votre exposé et l'idée de l'identité textuelle affranchie. Pour vous parler de la voix du récit, des fragments hétérogènes et autres. Et je m'intéresse justement au régionalisme dans les littératures francophones. Et je me demandais comment est-ce que la réception est faite? Comment s'opère, quelque part, si je puis dire, l'arabisation du français par la littérature algérienne ou bien maghrébine? Comment est-ce que cela s'opère? Et surtout, comment est-ce que l'audience reçoit souvent ces ouvrages-là? Est-ce que, écrit dans un français entre guillemets pur, vous classe dans l'élite? Est-ce que c'est bien perçu si on écrit plutôt en arabe? C'est quoi la réception? Les œuvres de Kamel Daoud, par exemple, l'auteur qu'on a choisi pour faire notre communication, il y a quand même ils sont dédiés à une certaine classe sociale. Ce n'est pas tout le monde en Algérie qui lit Kamel Daoud, parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que dit Kamel Daoud. Il ne représente pas l'idéologie de tout le peuple algérien. Mais on va dire, il représente la majorité, parce que la majorité est pour le changement, pour la transgression des normes, et sur tous les plans, si vous voulez. Pour ce qui est de la religion, la politique, pour ce qui est de la société, etc., etc. Donc, tout dépend du lecteur. Il y a des lecteurs qui ont soif de lire les œuvres de Kamel Daoud. Il y a des lecteurs qui rejettent les œuvres de Kamel Daoud. Vous avez parlé de régionalisme. J'ai pas compris ce que vous voulez dire par régionalisme pour ce qui est de l'arabité, la mazirité, parce que je sais pas si vous le savez, en Algérie, il y a cette richesse linguistique et culturelle. Et donc, veuillez, pour ce qui est de votre question, c'est pas vraiment clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par régionalisme? Justement, par régionalisme, je parle justement des influences locales sur la manière dont le français est pratiqué dans la littérature. Est-ce qu'on a des textes francophones ou bien en français pur, entre guillemets, ou bien c'est des textes qui sont influencés par les langues qui sont parlées dans l'espace qui adopte ce français-là? Alors, comme je l'avais souligné dans mon exposé tout à l'heure, en fait, le parler algérien, il est présent dans les écrits de Kamel Daoud. On a par moment. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les textes, en fait, les productions de Kamel Daoud étant un avant-gardiste, ces textes sont vraiment hétérogènes. Alors, hétérogènes sur quel plan? Hétérogènes dans la mesure où vous avez en fait une langue francophone, comme vous venez de dire, très pure par moment dans certains passages, et puis en d'autres moments vous avez par exemple le parler algérien populaire qui entre en action. Vous pouvez rencontrer par exemple la langue arabe officielle. Vous allez retrouver également d'autres segments, alors cette fois-ci par exemple des segments pris par exemple de l'anglais, des segments pris de l'espagnol, donc on appelle les néologismes. Donc on retrouve véritablement également, comme vient de le souligner ma collègue, on retrouve aussi carrément chez Kamel Daoud des néologismes des fois, des mots créés de toutes pièces. Donc on est en présence véritablement au-delà même de la polyglossie, c'est véritablement hétérogène. C'est-à-dire que ça dépasse le code switching, ça dépasse vraiment l'alternance codique, ça va au-delà même. Et pour justement rebondir sur toute la question posée, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Kamel Daoud, justement, en confectionnant justement ses œuvres, il met en scène généralement un personnage auquel on est censé s'identifier. Or, ce ne sont pas tous les Algériens qui pourront s'identifier à ce personnage. Pourquoi? Parce que c'est un marginal qui est en fait en quête de renouveau. Il se cherche dans un monde complètement ruiné. Donc, il se fait quelque part ce même personnage-là qu'on retrouve en fait dans la plupart des textes de Kamel Daoud. Il se fait quelque part le stéréotype de l'Algérien du 21e siècle. Sauf que justement, ce ne sont pas tous les Algériens qui pourront s'identifier à ce personnage-là. Donc, du point de vue de la réception,
seule justement une élite, une classe sociale bien précise pourra justement comprendre que là, oui, on a affaire à un personnage de la marge et qu'en fait, ce personnage de la marge est l'éveilleur contre toute attente. Il n'est pas aussi marginal qu'il pourrait l'être. En fait, il est l'éveilleur des consciences quelque part. Et c'est lui qui détient la norme. Dans toute cette marginalité, c'est lui qui détient la norme. Alors, quelle norme? Vous pouvez me poser la question, quelle norme? Eh bien, tout simplement, cette norme-là qui est d'être, en fait, qui est peut-être de construire sa propre modernité, d'opérer une sorte de mutation, de dépasser peut-être l'histoire, de dépasser la mémoire, de dépasser tout ce qui peut-être nous obsède encore, comme le passé, comme l'histoire et tout, et d'essayer en fait de construire son présent et de penser par la même occasion à son futur. Donc c'est en quoi justement les fictions de Kamel Daoud sont très particulières, c'est dans ce sens-là, dans la mesure où elles amorcent justement une véritable mutation, non seulement une mutation esthétique déjà en prenant par exemple le français comme procédé d'écriture, mais aussi une mutation sociale, philosophique, idéologique surtout. Donc voilà. Il s'agit de rompre avec le passé. Oui, mais justement à ce niveau-là, de ce que vous venez de mentionner, relativement à la décolonisation littéraire, est-ce qu'on retrouve, en élargissant un peu, le même type de décolonisation littéraire, de rupture avec le passé, des Kabyles et des Berbères envers l'arabe? On n'entend pas. Vous entendez pas? Oui, vous pouvez reprendre si vous voulez. Ben, si je parle plus fort, je pense qu'on va me lancer des citrons dans la glace. Je disais, pour cette rupture historique, cette rupture identitaire que l'on voit à travers la décolonisation littéraire dont vous avez fait mention aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve ce même procédé-là, donc des Kabyles et des Berbères envers l'arabe, qui ont vécu aussi une colonisation? Oui, il y a des écrivains kabyles, oui, qui font cette rupture, mais envers par exemple, la langue arabe ou la colonisation arabe. Oui, en fait, on retrouve toujours, pratiquement dans la plupart des productions, disons, littéraires algériennes, publiées à compter des années 2000, même à compter des années 90, et puis même à compter des années 2000. En fait, la plupart des productions, justement, prennent justement cette rupture en matière d'écriture. Oui, mais lui, il parle de la colonisation arabe. Ce n'est pas le cas pour Kamel Daoud. Kamel Daoud, il s'agit de la colonisation française. Alors, mais moi, j'élargissais en fait la question. Je ne peux pas vous répondre parce que c'est... la communication que nous avons préparée, c'est en rapport avec la colonisation française. Donc, pour cela, il va falloir se documenter pour pouvoir répondre à votre question. Par contre, il y a des écrivains d'origine berbère qui ont écrit sur la colonisation française. Oui. Il ne s'agit pas du même mode d'écriture. Je peux vous en citer Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, Kateb Yassine. Et dans leur ouvrage, on dénonce la colonisation française. Après, pour ce qui est de la colonisation arabe, là, c'est un autre sujet à traiter. Oui. Ouais. Bon, mais c'était simplement pour voir de façon plus large, parce que c'est sans doute un procédé qu'on doit retrouver pour toutes les cultures qui ont subi une colonisation, en fait, en quelque part. Mais merci beaucoup pour ces interventions, pour ces questions et ces échanges. C'est ce qui met un terme, donc, à ce troisième panel sur la francophonie entre usage et échange. C'est ce que nous avons fait, donc, cet après-midi. Merci beaucoup. Et on se revoit, tout le monde, donc, demain pour la deuxième journée de ce colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.